Nos invités dans cette discussion, un auteur d'Angleterre bien connu, M. John Brunner, gagnant des prix Hugo 1969 et prix Apollo 1973, auteur de quelques 70 livres, romans, nouvelles, recueils de poésie. Le best-seller, le livre le plus connu de cet auteur, c'est Stand on Zanzibar, traduit sous le titre de Tous à Zanzibar. Et de France, le docteur Pierre Barbet, docteur en microbiologie, auteur de quelques 30 romans et 20 nouvelles. Les romans sont dans la série bien connue, dite du Fleuve Noir. Et nous avons convié pour ce débat, cette discussion, nos recherchistes, documentalistes, attachés en permanence à l'émission La Flèche du Temps, Bernard Houd, ingénieur, André Podvorowski, chimiste, et Denis Latendresse, biologiste. Alors je pense qu'au départ, messieurs, histoire de bien établir les bases des propos que vous allez tenir, il serait important de savoir comment vous définissez, qu'est-ce que vous entendez par la science-fiction. Docteur Barbet. Je pense qu'il est extrêmement difficile de définir le genre parce que c'est un genre qui est extrêmement vivace. Si l'on peut employer une comparaison, on peut dire que c'est un arbre qui croît sans cesse et qui développe chaque jour de nouvelles branches. De telle sorte qu'à partir d'une donnée de science-fiction pure, dans laquelle il y avait une grande part à la science, comme par exemple dans notre Jules Verne national, la science-fiction a évolué considérablement au cours des années et des rameaux adventistes tels que l'historical fiction, la fiction historique, l'heroic fantasy, la fantasy héroïque comparable aux légendes médiévales, et d'autres genres encore se sont développés, si bien que il y a une dispute incessante entre les spécialistes du genre pour savoir où s'arrête le fantastique et où commence la science-fiction, ou réciproquement. Monsieur Brunner. Je crois qu'il faut d'abord dire que la liaison entre la SF et la science n'est pas du tout nette, n'est pas du tout exacte. D'après mon propre avis, les lecteurs aujourd'hui de la SF sont les descendants spirituels, pour ainsi parler, des lecteurs des romans du Moyen-Âge, des voyages imaginaires comme celui de John Mandeville. De nos jours, la plupart des changements radicaux dans notre monde sont dus à la science et son application dans la technologie. C'est à cause des bouleversements de notre monde et de nos vies personnelles qu'on est allé à la recherche de matière fantastique chez la science. Mais maintenant, on a vu que des hommes peuvent marcher sur la Lune. La science-fiction s'est dirigée vers l'intérieur du cerveau et nous faisons des recherches parmi les sciences dites en anglais soft ou molles, c'est-à-dire les sciences qui sont nettement reliées à la conscience humaine. Alors, messieurs? Justement, dans ce sens-là, est-ce qu'on peut dire que la science-fiction, le terme science qui est impliqué dans le terme science-fiction, est encore un terme qui est d'actualité? Parce que déjà des groupes ont rejeté le terme science et ont appelé la speculative fiction, c'est-à-dire les groupes d'avant-garde qui, plus qu'ils s'avancent dans l'inconscient, dans l'exploration du psychisme, dans ces domaines-là, ou qu'on pourrait peut-être appeler, disons pour les lecteurs étrangers, la nouvelle vague, ces choses-là sont de plus en plus marquantes dans le domaine de la science-fiction. Je crois que oui. Pendant les années 30, par exemple, les grandes spéculations appartenaient aux sciences physiques, à l'énergie nucléaire, par exemple, qui était tout à fait nouvelle de cette époque-là. Maintenant, la question centrale n'est pas exactement scientifique. C'est peut-être à cause de ça que je dis presque toujours SF, afin d'éviter de lier ce que j'écris à la science pure. Mais la science pure s'est évoluée dans la technologie et nous a frappé tous
dans nos vies quotidiennes. Je suis d'accord, mais seulement partiellement cette fois-ci. Parce que lorsque l'on dit que du fait des voyages des modules Apollo dans la Lune, le sujet des voyages stellaires dans l'espace est un petit peu épuisé, je crois qu'il ne faut pas oublier que le rôle de l'écrivain de science-fiction est de prévoir l'avenir. Or, à l'heure actuelle, nous avons en particulier, dans le domaine de l'astronomie, des découvertes assez sensationnelles comme les pulsars, les quasars et les trous noirs. Ce sont des étoiles extrêmement dégradées au stade ultime de leur vie qui développent un champ de gravité extrêmement puissant. Je pense que dans ce domaine, on peut écrire des romans utilisant ces données nouvelles de la science dans un but de faire connaître aux lecteurs des découvertes récentes qui pourront poser des problèmes extrêmement importants, en particulier dans le domaine de la cosmogonie, parce que les quasars sont considérés à l'heure actuelle comme se trouvant à une distance énorme de notre planète. Tout cela parce que les distances sont mesurées sur l'effet Doppler-Fizeau d'un décalage vers le rouge du spectre. Or, nous arrivons à l'heure actuelle à un pourcentage important de la vitesse de la lumière, si bien qu'on arrive à se demander si l'effet Doppler-Fizeau est réellement valable à des distances aussi énormes, de telle sorte que les quasars pourraient fort bien être plus rapprochés de nous. Et tout cela remet en cause toutes les cosmogonies du fait que les échelles de distance pour les étoiles ont été mesurées grâce à cet effet Doppler-Fizeau. Mais déjà... Les galaxies surtout, d'ailleurs, pas les étoiles. Les déjà, étoiles, docteur Barbet, j'ai vu M. Hood réagir à la mention de prévision de l'avenir. Oui, devant la complexité des sciences et de la connaissance, quelle assurance avez-vous de pouvoir vous inscrire en expert en prévision de l'avenir? Ça me semble quelque chose de très considérable. Il est certainement très difficile d'effectuer une prévision à long terme. À long terme, trop de données interviennent et la probabilité devient extrêmement faible. Mais lorsqu'il s'agit de données à court terme, on cite l'exemple assez classique du romancier américain qui, pendant la guerre, lors du développement du projet de construction de la bombe à uranium 235, a écrit un roman sur ce sujet et a reçu la visite du FBI lui demandant où il avait eu ces renseignements ultra secrets. Voilà pour la prévision à court terme. À long terme, il est certain que dans tous les domaines de la science, en biologie, en sociologie, en physique, en chimie, en astronomie, il faudrait avoir une connaissance absolument encyclopédique, et même avec cette connaissance encyclopédique, il serait très difficile de le faire. Peut-être un jour sera-t-il possible de le réaliser, d'une part avec les ordinateurs, et encore mieux avec les neuristors qui seront le fruit de la science nouvelle, la bionique, qui a été créée aux États-Unis par le Major Steele. Est-ce que vous croyez que votre prédiction de l'avenir est peut-être plus valable qu'au genre de prédiction qu'on fait, par exemple, actuellement par ordinateur au MIT sur l'avenir des ressources naturelles? Certainement pas le genre de prédiction que nous pouvons faire. C'est le genre de prédiction qu'a fait Jules Verne. C'est-à-dire d'affirmer, à une époque où on le considérait un peu comme fou, que l'on pourrait aller dans la Lune. Beaucoup de savants français confirmés ont ricané lorsqu'on leur a parlé du premier aéronef plus lourd que l'air. Il n'y avait évidemment de possible que le plus léger que l'air, le ballon dirigeable. Or, des écrivains comme Jean de La Hire ou Paul Divoire ont prôné l'avenir du plus lourd que l'air. Ils ont bien entendu, comme Jules Verne, donné des détails technologiques faux. L'accélération du canon de Jules Verne aurait immanquablement tué tous les passagers de l'obus du canon. Mais l'idée, c'est ce qui compte pour l'écrivain de science-fiction, était lancée. Or, nous autres, écrivains de science-fiction, essayons de lancer une idée de dire que l'homme voyagera plus loin que la Lune, plus loin peut-être même que les étoiles. Peut-être atteindra-t-il un jour les galaxies. À l'heure actuelle, on nous dit le mur de la lumière.
C'est impossible. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, les prédictions de l'ASF ne sont presque jamais valables, alors la prédiction ne m'intéresse pas. Mais j'ai grand envie de faire conscient mes lecteurs du processus continuant du changement du monde. Bon gré, mal gré, nous sommes tous en route vers un pays étranger, c'est-à-dire à l'avenir. Nous allons tous mourir dans un pays étranger. Et je préfère d'avoir même un très mauvais guide touristique que d'être déporté. Pour vous, donc, un des aspects les plus positifs de la science-fiction, ça serait d'ouvrir les yeux des gens, d'ouvrir l'esprit des gens vers le futur pour que ces mêmes personnes soient moins prises au dépourvu, disons, par ce futur qui progresse extrêmement rapidement, c'est évident. C'est-à-dire qu'il y a un tel stress à l'heure actuelle, un tel impact des découvertes scientifiques, parce que les découvertes scientifiques, ça c'est le côté non modeste, font tout de même très vite. Mais il faut ramener ça à une échelle de temps et dire qu'on a évolué sur un laps de temps très court par rapport aux autres races humaines. Mais il faut faire cela, ainsi que le disait Jean Brunner, dans tous les domaines. Et pas seulement dans le domaine de l'astronomie, de la physique, de la chimie, mais de la sociologie, de la vie de tous les jours des gens. Il faut voir ça. Et alors, certains peuvent avoir un penchant pour la physique ou la chimie ou la biologie comme moi. C'est tout à fait... C'est pas incompatible. Au contraire, je dirais que ça se complète. Quels sont les domaines qui vous préoccupent en ce moment? Eh bien, comme vous avez pu vous en apercevoir, je suis assez préoccupé par la bionique, qui me paraît extrêmement intéressante parce que c'est une forme de science qui permettrait d'avoir une civilisation pratiquement non polluante. Parce que on peut utiliser... Qu'est-ce que c'est la bionique? Alors, la bionique, c'est une contraction du mot biologie électronique, et ça consiste tout simplement à l'étude des organes animaux et à l'essai de la compréhension de leur mode de fonctionnement, puis ensuite, dans un deuxième stade, à leur reproduction. Si l'on prend par exemple le cerveau de la chauve-souris, qui contient tous les éléments nécessaires pour les détections à ultrasons de la chauve-souris, c'était quelque chose d'extrêmement micro-miniaturisé par rapport aux engins utilisés sur les avions de chasse. Bon, vous avez ça comme exemple, mais je crois que l'exemple le plus remarquable ou le plus intéressant serait le moteur à collagène, qui utilise la propriété de la fibre de collagène en se contractant de soulever 1000 fois son poids. Alors à l'heure actuelle, c'est évidemment encore très rudimentaire, c'est pourquoi la science-fiction peut en parler. C'est simplement une courroie qui tourne, qui passe dans une solution de bromure de lithium et qui ensuite repasse dans une solution de distillé où elle est lavée et la contraction de la courroie provoque un travail. J'ai donc supposé dans un roman qu'une civilisation utilisait la bionique, ce qui donnait évidemment des problèmes très différents de notre civilisation. Si vous parlez d'une civilisation future, faites-vous la distinction entre la vulgarisation de ce qu'on connaît sur la bionique aujourd'hui et sur ce qui peut se faire plus tard dans l'avenir? Où s'arrête la vulgarisation, où commence la prédiction? Il y a un élément de vulgarisation à la base, c'est-à-dire que je pense qu'après avoir lu le livre, le lecteur saura un petit peu de quoi il s'agit en bionique. Mais à partir du moment où je décris une trame de roman, c'est de l'imagination. Moi, je donne mon opinion à moi sur ce qui sera possible en utilisant la bionique. Mais j'ai développé le moteur à collagène, mais il est fort possible que ça soit une toute autre chose, comme par exemple la luciférine qui sera utilisée dans les sondes martiennes Viking pour détecter les molécules de virus ou les molécules vivantes de protéiques vivantes dans le sol, dans le sol martien. Et ce qui est très souvent la chose la plus utile, c'est renseigner le lecteur au sujet de l'existence même de ce domaine de la science. Moi-même, je me souviens d'un magazine assez mauvais américain, là où j'ai trouvé la première fois la mathématique transfinie de Cantor. Et je suis allé de ma chambre à l'école
jusqu'aux bibliothèques afin de le trouver dans une encyclopédie parce que je n'étais pas certain si cette mathématique était vraie ou inventée. Quant à la responsabilité morale que vous avez envers les lecteurs, il me semble que dans beaucoup de cas, les lecteurs adoptent les visions de la science-fiction comme des visions justes et vraies et, disons, font des professions de foi dans les prévisions et pour eux, ça devient une certaine religion et je dirais même une certaine drogue. Devant ce phénomène, est-ce que vous pensez que vous avez une grande responsabilité morale? Je pense que nous avons une responsabilité morale, c'est pourquoi personnellement j'essaie de me documenter au maximum avant de traiter un sujet scientifique. Je rappelle que je ne traite pas seulement des sujets de science-fiction avec éléments scientifiques, je traite aussi d'heroic fantasy ou d'histoires d'historical fiction. Mais dans le domaine scientifique, j'essaie de donner des vues aussi justes que possible. Je crois que le lecteur de science-fiction aime la science-fiction pour la raison principale qu'il trouve la réponse à ses problèmes. Le lecteur de science-fiction aime ce genre littéraire, il est vraiment mordu, il lit presque exclusivement de la science-fiction. C'est un amour extrêmement poussé et qui ne s'étend guère aux autres genres littéraires. Et par ailleurs, ce lecteur qui est soumis aux impacts de la société moderne, voit des réponses qui ne sont pas toujours conformistes, qui peuvent être fausses, mais qui répondent à ses aspirations. La science-fiction des années 30 était une science-fiction extrêmement positive, qui envisageait un avenir glorieux pour la science, la technologie, les retombées technologiques, tout ça. Est-ce qu'avec l'avènement des nouvelles formes de science-fiction, des poussées de violence et de la drogue, du sexe, des choses qui se sont ajoutées à la science-fiction dans ces dernières années, est-ce que la vision globale de la science-fiction est devenue réaliste ou même pessimiste face à l'avenir de l'homme dans son ensemble? Pessimiste, je crois. Le SF des années 30 manquait une chose très importante. Les écrivains n'étaient pas assez conscients de la nature humaine. Nous sommes peut-être perfectibles, mais nous ne sommes pas parfaits. Et de nos jours, les jeunes écrivains qui viennent d'arriver dans ce domaine de la littérature, la plupart d'eux ne sont plus des anciens étudiants des sciences, mais plutôt des anciens étudiants littéraires. Alors, c'est pas tellement différent de la littérature. Bien sûr, il n'y a pas de frontière entre la SF et d'autres catégories de la littérature. Et les contes de fées? Les contes de fées, bien sûr, pourquoi pas. Les légendes classiques, je les lis et la majorité des lecteurs de SF s'intéressent beaucoup aux anciennes traditions du folklore. Il y a une donnée qui est surprenante quand on considère l'apport de la science-fiction, c'est que certaines personnes affirment très sérieusement que la science-fiction, telle que faite actuellement, apporte aux scientifiques une certaine ouverture d'esprit, aide la réflexion scientifique, développe la créativité chez les chercheurs scientifiques, permet d'envisager des nouvelles solutions au mépris de tabous, de règles Une sorte de strictes. précurseur. Oui. Je viens de parler lors de la conférence de SF à Toronto à un de mes collègues, Gordon Dixon, qui s'était rendu il y a quelques semaines à Cape Kennedy afin de parler, non pas avec les hommes qu'on voit à la télévision, mais avec les ingénieurs, les boucleurs de fil et tout ça. Et parmi une quarantaine, ils ont trouvé que chacun ou lit aujourd'hui de la SF ou le lisait pendant sa jeunesse.